Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo de l'été sur Radio J, votre rendez-vous pour décrypter l'actu de l'immobilier. Aujourd'hui, on va faire cap sur Bergerac, mais aussi sur le logement étudiant à un moment crucial de l'année. Les résultats Parcoursup sont tombés et pour des milliers de familles, une course contre la montre va démarrer. J'ai le plaisir d'accueillir David Laval, il est fondateur de la plateforme 123 Loger, spécialiste de la location étudiante. Bonjour David. Bonjour Marc Ezrati. D'être avec nous. Alors David, chaque année c'est la même chose, les résultats Parcoursup tombent et c'est la panique. Qu'est-ce que vous constatez cette année sur le terrain ? Bon, en fait c'est le même cirque que effectivement l'année dernière et les années précédentes. Alors si vous me permettez, je vais juste réexpliquer quand même le sujet. C'est que les élèves de terminale doivent du coup formuler des vœux pour leurs études supérieures. Et avant, comment ça se passait ? Eh ben, les amphis étaient pleins, donc on s'est dit bon, on va un peu hiérarchiser, on va forcer les gens à aller dans des amphis vides. Et en fait, du coup, on a créé ce système où du coup, on dit bah toi tu vas aller là, toi tu vas aller là. Moi, je trouve quand même que, on va en parler un petit peu après, on a créé un système de Shadok. Puisque finalement, au lieu de construire des amphis, on envoie des gens à l'autre bout de la France où du coup il faut leur construire des logements étudiants. Voilà. Donc voilà, donc je pense que ça va être le sujet dont on va parler. Bah justement, alors, on parle d'une explosion de la demande dès les premiers jours de juin. Est-ce que c'est une tendance durable ? Alors c'est une tendance déjà qui est nette. Nous, sur 1, 2, 3 Loger, dès le 2 juin, qui est le jour de Parcoursup, on voit effectivement un doublement. Tout simplement des gens qui rappelle, s'inscrivent. Parcoursup, c'est jusqu'au 10 juillet. Hein. Alors bon, c'est horriblement compliqué, voilà, c'est des algorithmes, ils le font plus maintenant, mais la version d'avant qui s'appelait APB, les étudiants, les lycéens recevaient un manuel de 30 pages. Voilà. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que le logement étudiant est-il si tendu aujourd'hui ? On évoque des chiffres alarmants sur l'offre disponible. Bon, j'ai commencé à l'évoquer, si vous me permettez d'être... Il faudrait moins de reçus au bac, en fait. C'est pas ça, non, c'est pas ça. C'est que, avant, je suis désolé, je vais faire un petit peu le vieux schnock. J'ai passé mon bac en 1997. En 1997, quand vous vouliez, je sais pas, faire des études de droit comme Xavier et que vous habitiez Bordeaux, vous alliez à la fac de Bordeaux. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, si vous habitez Bordeaux, vous dites peut-être il n'y a pas assez de place à Bordeaux, vous faites des vœux, vous allez peut-être finir à Amiens. Oui. Et les gens d'Amiens vont finir à Bordeaux. Et après, voilà, c'est vrai que ça. Ouais. Après, si vous voulez aussi. 1997. 1997. Alors, c'est pourquoi je vous donne la date, parce que par ailleurs, on voit pas le temps passer, mais la France a vécu depuis les années 90, seulement dans les années 2000, une véritable révolution éducative, comme tous les pays, tous les grands pays. Donc, on a beaucoup plus de gens qui font d'études, et sans doute ça a été mal anticipé, et sans doute ce système d'algorithme n'est pas la meilleure façon de l'anticiper. En 1997, si je ne m'abuse, les résultats du bac c'était 77% de reçus. Mais aujourd'hui, 75-76%. Aujourd'hui, vous avez 40% d'une classe d'âge qui fait des études supérieures. C'est ça. Avant, on était plutôt à la moitié. Ouais. D'ailleurs, je n'ai pas présenté. Xavier Demezois, avocat, est avec nous aujourd'hui pour parler de location saisonnière. Ça sera notre invité. Et j'en profite parce que vous en avez parlé. Merci Xavier Demezois d'être avec nous. Faut-il... D'ailleurs, votre bac, vous l'avez passé en quelle année, vous ? Moi, je l'ai passé en 2001. Ah oui, donc vous êtes un petit jeune là, par rapport à nous. Bon, écoutez, que faut-il absolument... Un enfant de la révolution éducative. David Laval, que faut-il absolument éviter quand on cherche un studio ou une chambre ? Bon, je vais avoir 2 conseils très pratico-pratiques pour les parents et les futurs étudiants. 1, vous n'envoyez jamais d'argent avant d'avoir signé le bail et d'avoir les clés. Et deuxièmement, c'est un petit peu moins connu, mais également n'envoyez pas de documents par email. Voilà, vous risquez vraiment, dans les 2 cas, d'être victime tout simplement d'une escroquerie, c'est-à-dire de quelqu'un qui fait une fausse annonce, qui vous fait croire qu'il a un logement à louer et dont le seul objectif est de vous voler de l'argent
ou de vous voler des documents. Alors, on entend souvent parler de garant, de garantie, de caution visale. Que doivent savoir les familles là-dessus? Alors, donc le principe, c'est que l'étudiant, en général, il a du mal à payer le loyer lui-même, donc le bailleur va souvent lui demander que ça soit les parents qui payent. En fait, de manière assez indirecte, puisque c'est les parents se portent caution. Sont garants, et donc à ce moment-là on va leur demander de gagner un certain nombre de fois le loyer. Alors les chiffres, en revanche, le rapport est assez élevé, c'est-à-dire que si vous êtes étudiant à Paris, le loyer d'un studio à Paris, on est dans les 950 euros par mois. On allait en parler tout à l'heure. Donc forcément, on va vous demander que vos parents ils gagnent pas 3 fois, mais plutôt 5 fois, parce que les parents ils doivent même payer leur logement. Donc si vous n'avez pas des parents qui gagnent 5 000 euros par mois, ce qui quand même représente a priori une fraction faible de la population française. Vous avez des systèmes comme la garantie visale, du coup, qui couvre tous les jeunes, qui en fait se substitue en fait à vos parents, et donc c'est une garantie de l'État qui est gratuite. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose de recommandé si jamais vos parents ils sont un peu ric-rac. Alors tiens, justement, côté budget, vous l'avez dit, en parlant de Paris, combien faut-il aujourd'hui compter en moyenne pour un studio étudiant, pour une chambre étudiante en France, à Paris, à Lyon, à Bordeaux par exemple? Alors tous les mois sur 1, 2, 3 logis, on fait un baromètre des loyers sur lequel on analyse toutes les annonces. Donc je vous donne quelques chiffres. À Paris, on compte 990 euros par mois, 1000 euros. Voilà. Ouais, 1000 euros. Un studio à Paris, intramuros. Qu'est-ce que vous dites, studio, c'est combien? Alors j'ai eu le prix au mètre carré si vous voulez, mais moi en moyenne, un studio, vous allez avoir des choses entre 15 et 25 mètres carrés. Voilà, 20 mètres carrés. D'accord. Tout de suite, si vous alliez à Lyon, Bordeaux, c'est tout de suite moins cher. On va tourner autour de 650 euros. À Lyon, on est plutôt à 670. À Bordeaux, plutôt à 640. Et après, vous avez de l'autre côté, vous avez des villes qui sont des villes assez étudiantes quand même, mais qui sont pas chères. Si vous allez à Alès, vous avez une école des mines à Alès. Oui, l'école des mines, voilà, donc c'est 380 euros par mois. Saint-Étienne, qui est une grande ville, 390. Ouais, c'est encore... ça, Troyes aussi, vous avez un bon institut de technologie à Troyes, 410 euros. Qui est pas très cher. Oui, on peut continuer comme ça. On peut parler de Calais aussi. On va faire le tour de France. Est-ce que les services proposés, en résidence étudiante, aux résidences co-living, on va dire, avec le Wi-Fi, salle de sport, accompagnement, est-ce que ça justifie le prix? Est-ce que c'est justifié? Alors donc effectivement, vous avez une mode aujourd'hui de ce qu'on appelle le co-living. Voilà, donc le co-living, c'est de la colocation plus, de la colocation premium. Moi, j'adore ce concept. Alors c'est un super concept. Même au niveau du prix. Alors voilà, donc c'est plutôt un concept assez haut de gamme. Voilà, donc concrètement, assez haut de gamme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de la colocation avec des services à l'intérieur et puis des logements bien situés, bien entretenus, etc. Donc la colocation, c'est plutôt un bon plan parce qu'on partage. Le co-living, vous perdez un petit peu cet aspect bon plan. Les charges induites, en connexe en tout cas à une location classique, on se dit parfois que le co-living pour les étudiants, c'est quand même le bon plan. Voilà, si vous avez un budget serré, moi j'aime beaucoup le co-living, mais si vous avez un budget serré, préférez plutôt la colocation ou les résidences étudiantes qui sont le meilleur deal que vous aurez. Le co-living, objectivement, vu que c'est plutôt un positionnement premium, s'adresse plutôt aux jeunes actifs. Donc vous rentrez dans la vie active, vous n'êtes pas en couple, vous n'avez pas d'enfant. Même sur Paris, ça serait pas plus intéressant à Paris justement? Il faut avoir le budget. Non, sincèrement, on est sur des budgets quand même qui sont plutôt pour des jeunes actifs. Bon, alors, beaucoup de jeunes vivent leur première autonomie. Comment les aider à s'organiser dans leur recherche à distance parfois? Alors, vous avez raison. C'est vrai que nous, on voit effectivement les premiers contacts qu'on a avec des locataires assez jeunes. Des fois, c'est normal, on est tous passés par là. Un peu de naïveté dans la recherche. Écoutez, ce qu'on peut conseiller, évidemment, vous renseignez. Vous allez sur Internet, vous demandez aux gens un peu plus expérimentés dans votre fac, dans votre école. Il y a des associations d'étudiants qui peuvent vous aider. Je me permettrai aussi, Marc, de signaler le livre qu'on a écrit ensemble, La location étudiante, aux éditions Studirama, qui est une bonne source d'information. C'est vrai que on en a fait quelques-uns, vous et moi. Quels sont les bons réflexes administratifs à avoir? Alors, pas de stress sur l'administratif. Grosso modo, c'est quand même le bailleur qui va se prendre l'administratif dans la figure. Donc, l'étudiant, il a peu d'administratif, vous signez un bail. Le bail, c'est quelque chose de compliqué d'un point de vue administratif pour le bailleur. Voilà, il a plein d'annexes à vous faire signer, ça va lui demander beaucoup de travail. Mais pour le locataire, d'un point de vue administratif, c'est assez simple. Lui, son travail, le côté locataire, c'est
de trouver le logement. On parle aussi de beaucoup d'investissements. Est-ce que le logement étudiant, ça, c'est un bon investissement 2025? Alors vous avez plein d'avantages si vous voulez investir dans le logement étudiant. Vous avez a priori moins de risques d'impayés parce que vous avez plutôt des gens qui se destinent à des études supérieures, qui ont des parents, qui se portent caution. Vous avez une rotation qui est assez importante par définition, donc qui vous permet, si ça marche pas bien avec quelqu'un, de trouver quelqu'un d'autre. On voit même, il y a émergé depuis quelques années le concept de colocation à haut rendement, parce que quand vous faites de la colocation, vous pouvez louer finalement des plus petites surfaces et donc un petit peu vous soustraire, parce que vous allez faire des ratios avec les espaces en commun, donc vous soustrayez un peu aux règles sur le plafonnement du loyer. Donc c'est plutôt des choses, Après, en revanche, ça demande un petit peu de métier, un peu de ciblage. Il faut éviter de se mettre loin des facs, il faut se mettre à des endroits qui sont prisés par les étudiants. David, est-ce que vous avez remarqué des nouvelles villes qui montent sur la carte du logement étudiant? Est-ce qu'on a des surprises aussi là-dessus? Non, c'est vrai, c'est toujours c'est les étudiants, ils se mettent là où il y a des écoles, des facs, c'est toujours les mêmes villes étudiantes. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que le phénomène de métropolisation, c'est un phénomène du coup qui coûte cher quand on doit se loger. Exactement. Bon, une question plus personnelle. Est-ce que vous partez en vacances cet été? Comme tout le monde, oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous révéler votre destination? Vous êtes très indiscret, c'est très indiscret. Très intrusif. Non, moi je crois que t'es pas très loin de Paris. Tout. En fait, c'est très traditionnel. On va à la campagne, sur les bords de Loire, à 1h30 de TER. Donc c'est quelque chose, c'est toujours la même chose. Sur la veille de la Loire. Avec les enfants. Avec les enfants. Exactement. Écoutez, David, on vous souhaite de très belles vacances, bel été. Marc. On va se retrouver à la rentrée avec un nouveau livre, figurez-vous. Et absolument. Exactement. Donc, puisque nous allons éditer ensemble le Mémento du locataire. On nous arrête plus. On nous arrête plus, qui sortira aux éditions Studirama. Merci beaucoup, et puis pour tous vos conseils, et puis à très vite pour l'année prochaine. Et puis maintenant, écoutez, on va prendre la direction du Sud-Ouest avec Jessica Métayer, les mandataires chez Le Deal Immobilier à Bergerac. Bonjour Jessica. Bonjour et merci de me recevoir. Mais je vous en prie, c'est avec un grand plaisir. Avec vous, on aura maître Xavier Demezois, qui est avocat à Paris, spécialisé dans la location saisonnière. D'abord, moi j'ai envie de vous entendre, Jessica, sur le marché immobilier de Bergerac en cet été 2025. Alors, le marché est plutôt stable, mais plus exigeant. Plus exigeant. Les acheteurs sont présents, mais effectivement, ils prennent plus de temps. Alors c'est un phénomène qu'on voit effectivement partout, des délais qui augmentent dans certains réseaux de 8 à 10 jours. Je ne sais pas pour vous à combien en moyenne vous êtes, mais effectivement vous sentez sur le terrain, vous sentez que ça, ils sont là, mais ils prennent plus de temps. Ils prennent beaucoup plus de temps, oui, et c'est ça. Et les délais de vente sont un peu plus longs que ce qu'on a pu connaître auparavant. Mais bon, quand le projet est sérieux, ça aboutit, même si c'est un peu... Oui, et puis les gens ont besoin de se loger encore. Et tout à fait. Ouais. Est-ce que vous observez un retour des acheteurs? Est-ce que c'est toujours compliqué côté crédit et financement? Alors, effectivement, il y a un retour progressif. Surtout du côté des acheteurs qui n'auront pas besoin de prêt et qui ont un bon apport. Oui. Après, pour ceux qui doivent être financés, les conditions restent un peu tendues, donc ça limite toujours un peu leur capacité d'achat. Qu'est-ce qui se vend bien aujourd'hui à Bergerac? Quel type de bien On vend principalement des résidences principales, oui, pas de... Voilà. Ouais. Mais surtout des maisons avec un extérieur. D'accord. Voilà. Les résidences secondaires, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser les Anglais. Ils viennent chez vous encore? Ils sont encore très présents, les Anglais? Ils viennent, un peu moins quand même. Ils sont bien moins nombreux, mais ils restent quand même fidèles à notre belle région. Donc, d'accord. À Bergerac, il y a toujours toujours via l'aéroport de Bergerac oui, toujours. Qui est toujours très très actif entre
Entre la France et l'Angleterre. Et exactement. Donc c'est pour cette raison aussi que voilà, ils sont présents, moins, mais ils sont présents quand même. Et au niveau investissement, est-ce que les gens investissent à Bergerac? Oui, ils investissent. Alors du coup, on va avoir justement des investisseurs qui vont essayer d'avoir des petits logements à rénover pour pouvoir justement les mettre en location. Il y en a quand même. Est-ce qu'il y a un profil d'acquéreur type qui se détache dans la région? Alors, on va retrouver des retraités, des fois qui veulent plus petits. On va retrouver des retraités, des familles qui veulent changer de cadre de vie aussi. Et D'accord. surtout, alors là, moi, je suis confrontée quand même pas mal à ça. C'est les familles recomposées. Donc, ils cherchent des logements plus grands, avec des espaces. Je vais poser quelques questions à notre ami Maître Xavier Demezois concernant la location saisonnière en Dordogne. Bon, bien sûr à Bergerac, mais peut-être plus largement en Dordogne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, cher Xavier, sur cette destination? Bonjour Marc. Oui, alors effectivement, la réglementation de la courte durée, ou plus communément appelée la réglementation Airbnb. Airbnb, oui. Alors, il n'y a pas de règles prédéfinies, c'est-à-dire que depuis la loi Le Meur du 20 novembre 2024, tous les élus de France, même des plus petites aux plus grandes communes, ont la faculté d'édicter une réglementation contraignante qui pourrait ressembler de plus en plus à celle de Paris. Si on prend le cas de Bergerac, à ma connaissance, la ville de Bergerac n'a pas encore mis en place et voté cette réglementation parisienne, puisqu'à Bergerac, de mémoire, il suffit simplement, si on veut faire de la location de courte durée, de procéder simplement à un enregistrement de la mairie pour le payer fameux numéro à très le chiffres. formulaire CERFA, voilà, pour payer la taxe de séjour. Mais sinon, à ma connaissance, il n'y a pas de restriction. Vous savez, vous, Jessica, s'il y a des restrictions en location saisonnière? Pas à ma connaissance non plus. D'accord. Xavier. Oui, par contre, effectivement, il faut faire attention parce que si on fait quelques centaines de kilomètres à côté, je pense à Bordeaux par exemple ou Montpellier, ces villes-là, elles, ont déjà adopté la réglementation parisienne avec des procédures qui ont déjà été menées par les communes. Pour faire extrêmement simple pour vos auditeurs, qu'est-ce que la réglementation contraignante ? Si le bien constitue votre résidence principale, vous êtes plafonné à 120 jours de location de courte durée par an. À défaut, vous risquez une amende. Et s'il s'agit de votre résidence secondaire cette fois, là les choses se sont vraiment aggravées, sauf à avoir fait un changement d'usage avec un mécanisme complexe de compensation. Si vous louez votre résidence secondaire en violation de la réglementation, la ville de Bordeaux ou de Montpellier, par exemple, peut vous poursuivre au tribunal et vous réclamer désormais 100 000 euros d'amende. Ouais, avec une astreinte de 1 000 euros avec une par astreinte jour, si vous continuez malgré le jugement. Ouais. Donc, moi, mon conseil que je donne aujourd'hui et qui est à mon sens le plus important, c'est que avant de commencer vos locations de courte durée, puisque la réglementation peut évoluer à tout moment, pensez toujours à avoir le réflexe de vous renseigner soit par Internet, soit de façon plus sérieuse en appelant les services de l'urbanisme de votre commune pour savoir s'il y a une réglementation applicable ou si elle est dans les cartons et qu'elle va être adoptée dans les prochaines semaines ou prochains mois. Un petit peu plus tard. Voilà. Jessica, en tant que professionnelle de terrain, quelles sont les recommandations que vous feriez à un acheteur qui s'intéresse à Bergerac ? Alors, en recommandation, premièrement, je leur dirais de bien définir son budget. Avec qui comprend les frais annexes. Et deuxièmement, ne pas hésiter quand même à visiter plusieurs biens pour affiner leurs attentes. Et enfin, se faire accompagner par un professionnel local. C'est essentiel justement pour éviter les mauvaises surprises. Et si on veut vendre en ce moment, que faut-il faire pour bien positionner son bien sur le marché Bergerac? Oui. Comment on appelle les habitants de Bergerac d'ailleurs? Les Bergeracois. Bergeracois, voilà, le marché Bergeracois. Je dirais qu'il faut proposer un prix qui est cohérent avec le prix, le marché actuel. Ne pas surestimer son bien. Et ensuite, il faut soigner du coup la présentation, les photos, la mise en valeur.
Voilà. Et enfin être disponible pour les visites parce que surtout les premières semaines, elles sont décisives. Allez, on a une petite minute devant nous, 1 minute et demie. Donnez-moi envie de venir à Bergerac. Lieu, une adresse, une activité à faire cet été. Alors, Bergerac, il y a beaucoup d'animations à partir de juillet, justement. Il y a plein de concerts le lundi sur les quais de la Dordogne. Après, on est sur une ville qui est justement à taille Donc, humaine. à partir de lundi prochain, pour nous, à partir de lundi prochain, on va pouvoir aller faire... Il y aura des concerts, des marchés gourmands. Voilà, on est vraiment sur une ville à taille humaine avec un centre historique qui est vraiment magnifique. Voilà. Eh bien, et tiens, un petit bien, si j'ai, je sais pas moi, 80 000 € devant moi, je peux trouver quelque chose d'intéressant en ce moment chez vous? À 80 000 €. Oh bah oui, parce que moi je suis petit joueur, moi. Non, allez, on va dire, allez, à 240 000 qui est à peu près l'enveloppe moyenne des Français. Oui, on trouvera une maison dans notre secteur sur 4 chambres avec un terrain. On est sur à peu près 1800 mètres carrés. On est sur une maison plein pied. Voilà. Moi, j'ai des biens justement qui tournent autour de cette fourchette. Eh bien, merci beaucoup Jessica Métayer pour ce point complet. Plaisir, merci à vous. Et puis évidemment, si on veut trouver quelque chose à Bergerac, on va sur le deal immobilier sur Internet et on trouvera vos coordonnées. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci encore à vous. Merci, Maître Xavier Demezois. Merci. De m'accompagner ces jours prochains dans le Club Immo de l'été. Demain, nous recevrons Christophe Demerson, c'est l'ancien président de l'UNPI, pour un grand entretien sans langue de bois, comme d'habitude avec lui. Fiscalité, charges, résidence secondaire, fiscalisation galopante. Il reviendra sur ce qui fait encore fuir les petits propriétaires en France. Merci à toutes, très belle à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Et à demain sur Radio J. Le Club Immo Radio J vous a été présenté avec le concours de MonsieurHugo.com. Avec MonsieurHugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com.